départ, il faut donc comprendre que l'État, y compris le gouvernement, la police et le système judiciaire, sont à la base des personnes morales, des corporations en quelque sorte, et qu'en tant que personnes morales, ces institutions ne peuvent interagir qu'avec d'autres personnes morales, ni ne peuvent avoir autorité sur autre chose que des personnes morales. Vous, en tant qu'individu, êtes un être humain de chair et de sang, doté d'une âme et d'une conscience. Vous êtes une entité incompatible avec le système de personnes morales. En fait, le système de personnes morales a été mis sur pied afin de permettre à l'État de pouvoir interagir avec les êtres humains que nous sommes. Ce système est soumis au monde des humains et non l'inverse. Une personne morale ne peut avoir autorité sur une personne humaine qui est censée jouir de droits et libertés inaliénables. Chaque être humain possède une personne morale, deux en fait, aussi appelée personne juridique, qui lui est distincte. Il faut effectivement faire la distinction entre posséder et être. C'est la totalité de ces personnes morales, détenues en fiducie par l'État, qui confère à l'État la légitimité politique de gérer notre patrimoine collectif en notre nom. Il faut donc comprendre que le document appelé acte de naissance est en réalité un certificat de valeur mobilière, un document similaire à un certificat d'actionnaire sur le marché boursier, et représente donc une propriété en bien et en droit, propriété qui appartient dans les faits au nouveau-né qui vient de naître. Ce document, qui représente donc une valeur monétaire considérable, est par la suite envoyé en fiducie à l'État, qui a alors la charge et la responsabilité d'administrer ce bien en notre nom et à notre bénéfice. En effet, une fiducie est un type particulier de corporation ou de personne morale, qui est défini comme étant un transfert légal temporaire, donc limité dans le temps, d'une propriété en bien et en droit, les vôtres, à un tiers, dans ce cas-ci l'État, avec la charge pour celui-ci de l'utiliser et l'administrer au bénéfice du propriétaire réel, vous. Tout comme dans une corporation typique, une fiducie est composée essentiellement de trois rôles distincts. L'actionnaire, qu'on appelle ici un fiduciant, le directeur, qu'on appelle ici le constituant, et l'employé, qu'on appelle ici le fiduciaire. Lorsque votre acte de naissance est envoyé en fiducie à l'État, il y a donc création d'une première personne morale dont vous occupez un ou plusieurs rôles qui définissent les rapports de pouvoir entre vous et l'État au sein de cette personne morale. Si cette personne morale est une sorte de contrat entre vous et l'État, et qu'il n'y a que trois rôles à distribuer entre ces deux personnes, vous et l'État, regardons donc de quoi il en retourne. Vous avez l'actionnaire, le fiduciant, qui se trouve être vous en tant qu'être humain. Vous avez l'employé, le fiduciaire, lui c'est clairement identifié, c'est l'État, et il est là en tant que personne morale. La position du directeur ou du constituant, eh bien c'est ici que ça devient intéressant. Théoriquement, en tant qu'actionnaire de cette personne morale, nous détenons le pouvoir exclusif et absolu de nommer qui nous désirons voir occuper le poste de constituant au sein de cette fiducie. Théoriquement, et en pratique, il est normalement préférable que nous nous nommions nous-mêmes à cette position, ou à tout le moins une personne ou un groupe de personnes en qui nous avons une totale confiance. En réalité, puisque nous sommes inaptes à prendre une telle décision au moment de notre naissance, l'État assume ce rôle à notre place par intérim, en théorie jusqu'à notre majorité, moment auquel nous devrions normalement être aptes à rapatrier la direction de la gestion de notre patrimoine. En réalité, l'État occupe ainsi cette position en clair conflit d'intérêts et s'assure ainsi de nous maintenir collectivement dans l'ignorance concernant cet état de choses. Ceci dans le but évident de maintenir une position illégitime.
L'État gère donc par intérim notre patrimoine collectif du début de notre vie jusqu'à sa fin, parce que nous n'avons jamais été mis au courant que nous pouvions récupérer ce pouvoir législatif qui est nôtre, directement et sans représentation. Mais là n'est pas l'essentiel du problème. Si vous vous êtes jamais demandé d'où venait notre droit de vote, ne regardez pas plus loin. Il vient directement de notre statut d'actionnaire au sein de l'État. Et l'élection correspond au vote du conseil de direction par l'assemblée des actionnaires de cette fiducie. Mais nos droits et bénéfices en tant qu'actionnaires de l'État ne se limitent pas qu'au simple droit de vote. Il s'agit en effet du statut le plus élevé pour un être humain au sein de la société actuelle, celui qui dispose du plus grand nombre de droits fondamentaux tels que décrits dans les chartes des droits canadiennes et québécoises, ainsi que dans la Déclaration des droits de l'homme de l'ONU. Il est crucial de se rappeler qu'à travers ce document, l'acte de naissance, que l'on peut se procurer auprès du directeur de l'État civil, nous sommes identifiés en tant qu'êtres humains, mais surtout, celui-ci est identifié en tant que fiduciant de l'État, l'actionnaire en quelque sorte, et qu'en conséquent, l'État occupe le rôle d'employé. Suite à la réception par l'État de l'acte de naissance, l'État crée un second document, le certificat de naissance, qui est également un certificat de valeur mobilière, mais qui est la propriété de l'État. Ce titre est ensuite envoyé au nouveau-né en fiducie, ce qui nous confère le rôle d'employé de l'État, à la différence qu'il faut savoir qu'il n'y a aucune obligation à accepter de remplir ce rôle. En effet, il s'agit ici d'abord et avant tout de droits de nature contractuelle, et donc qui requiert le consentement mutuel et éclairé des deux parties pour avoir force de loi. Et c'est là que le bas blesse. En effet, étant parfaitement conscient du système légal dans lequel il évolue, l'État ne fait pas la même erreur que nous et crée ainsi une seconde personne morale qui porte le même nom que la première, mais dans laquelle les rôles sont inversés. L'actionnaire, le fiduciant, eh bien c'est l'État. Le directeur, le constituant, ici aussi c'est l'État. Personne n'assume l'intérim à sa place. Et le dernier rôle qui reste pour nous, l'être humain, dans cette fiducie, eh bien c'est le rôle d'employé, de fiduciaire. Nous, en tant qu'être humain. Nous sommes donc les employés de l'État à travers le certificat de naissance. C'est ce mécanisme qui confère à l'État l'autorité avec laquelle il se permet d'agir sur nos personnes, présumant que nous consentons à ce système asservissant à travers notre ignorance de ces mécanismes légaux, notre silence consentant en quelque sorte, et le fait que nous nous identifions constamment, sans le savoir, avec des pièces d'identité dérivées du certificat de naissance, comme le permis de conduire, la carte d'assurance maladie, etc., qui, dans les faits, nous identifie légalement en tant qu'employés de l'État, qui consiste ni plus ni moins qu'à une usurpation d'autorité, à un abus de pouvoir pur et simple. Si tout le monde était au courant de ces mécanismes et de leur fonctionnement, et qu'ils accepteraient tout de même de s'y soumettre, alors il n'y aurait pas de problème. Le consentement serait libre et éclairé. Puisque le consentement présumément donné n'est pratiquement jamais éclairé, il est donc vicié et annule donc la valeur de ce consentement. Encore faut-il être conscient que nous avons donné un consentement, puisque celui-ci peut être considéré comme accordé même de manière tacite, donc de manière sous-entendue. L'existence et l'application du certificat de naissance à l'ensemble de la population, et non seulement aux réels employés de l'État, c'est-à-dire les cadres et les fonctionnaires, combiné avec l'usurpation de pouvoir en tant que constituant et fiduciant de chacun de nos actes de naissance individuels, représentent à eux deux les éléments fondamentaux de l'immense fraude esclavagiste qui ouvre la porte à tous les abus de pouvoir et toutes les infractions aux bases les plus élémentaires des règles de droit que nous sommes à même de constater à tous les jours. Associez à cela l'aspect monétaire de la fraude criminelle et vous avez devant vous l'ensemble de la magouille opérée par les banksters internationaux en complicité avec nos gouvernements et les principaux partis politiques.
Il n'est donc pas surprenant que d'un système si fondamentalement corrompu à la base, que l'on se retrouve présentement avec une corruption généralisée dont l'on peut en voir la pointe de l'iceberg lors des audiences de la commission Charbonneau. Pour résumer, donc, il y a à la base un être humain à qui l'on associe non pas une, mais bien deux personnes morales, distinctes entre elles et distinctes de l'être humain. À travers l'une de ces personnes morales, celle représentée par l'acte de naissance, l'être humain est identifié en tant qu'actionnaire, fiduciant, qui dispose de droits et d'autorité sur l'État, qui lui se trouve confiné au simple rôle d'employé. Malheureusement, nous sommes trop souvent ignorants de l'existence de cette personne morale et de sa signification au sein de la Constitution de l'État. À travers l'autre de ces deux personnes morales, celle associée au certificat de naissance, c'est l'être humain qui occupe le rôle d'employé face à l'État, un rôle qu'il consent, entre guillemets, à occuper par ignorance du fonctionnement du système légal. En tant qu'actionnaire de l'État, donc, il est possible de faire affirmer ses droits face à l'État, et il est même possible de le faire sans se présenter devant un tribunal. Essayer de faire ça de la manière la plus concise et comestible et digestible possible, parce qu'on va parler de loi quand même. Et c'est la section que j'ai pondue et qui atteste de notre souveraineté, de notre autorité légale sur l'État. Donc, incluant les élus, incluant les fonctionnaires publics. Et ça, on va le publier sur Internet en même temps que l'émission va être publiée en différé. Vous pourrez aller vérifier, vous allez voir les références de chacun des textes de loi qui est cité ici, donc vous allez pouvoir tout vérifier ça et même déborder et aller poursuivre votre éducation vous-même. Donc ça va comme suit, attendu que, et là chaque ligne est numérotée parce qu'on peut référer aux anciennes lignes c'est comme une preuve mathématique ici qu'on va faire là. Le point 1, attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la primauté du droit. OK, ça c'est dans le préambule de la Charte canadienne des droits et libertés. Et ça fait partie de la Constitution. Donc c'est assez important, c'est la loi suprême. C'est pas pour rien d'ailleurs que c'est mon premier article que je prends. Je prends des articles d'autorité. Point 2. Attendu qu'un titre ou une valeur mobilière est, dans le cas d'une personne morale, une action, comme une action d'une compagnie, de toute catégorie ou titre de créance sur cette dernière, ainsi que le bon de souscription correspondant marquant une propriété en bien et en droit. Et ça, c'est tiré sur la loi sur les banques. C'est carrément un copier-coller de l'article. L'article 2 et l'article 83, alinéa 4, paragraphe A. Et vous allez voir pourquoi dans quelques instants. C'est pertinent que je parle d'un titre ou d'un certificat de valeur mobilière et qu'on parle de quelque chose qui ressemble à un certificat d'action, comme des actionnaires d'une compagnie. Le point 3. Attendu que tout individu est titulaire de droits et pouvoirs inaliénables. OK? Titulaire, c'est pour ça que j'ai parlé d'un titre juste avant. C'est parce que titulaire, ça veut dire qu'on a un titre qui dit qu'on a des droits et des pouvoirs. Et ces pouvoirs sont inaliénables. Quelles sont mes sources là-dessus? C'est la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, la Charte québécoise, vous allez voir à l'article 3. C'est également le Code civil du Québec, articles 2 et 3, et le préambule sur la loi sur l'Assemblée nationale. Attendu que l'acte de naissance est un certificat de valeur mobilière de type titre nominatif, conformément au point 2. Au point 2, ce que je vous ai parlé justement de la loi sur les banques, c'était quoi un titre nominatif? Donc, un acte de naissance, Madame Jacqueline, aka Camério, si vous pouvez zoomer un petit peu. Ça, on a imprimé une copie, on l'a anonymisé, c'est mon acte de naissance. Pourquoi est-ce que c'est une copie d'acte de naissance? C'est parce que l'original est détenu au directeur d'État civil, mais c'est une copie qui est certifiée conforme, et donc, dans la loi sur les banques, c'est bien indiqué que c'est aussi bon que l'original. Et là, il y a différents éléments dans la loi sur les banques là, qui dit que ce document-là est effectivement un titre de valeur mobilière. Le point 5. Attendu que l'acte de naissance est le titre en vertu duquel un individu est titulaire de droits et de pouvoirs, conformément au point 3. Au point 3, on a dit que tout le monde était titulaire de droits et pouvoirs. Ben ça, c'est le titre en vertu duquel nous avons nos droits et nos pouvoirs. Tout le monde me suit? On continue. Ça, c'est dans le Code civil, article 5. Le point 6. Attendu que tout être humain possède la personnalité juridique et a droit à la reconnaissance de celle-ci en tout lieu et à tout moment.
Ça, c'est dans le Code civil, les articles 1, 3 et 4. Dans la Charte québécoise, articles 1 et 10. Puis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les articles 1, 2, 6 et 7. Le point 7, attendu que le fait pour une personne, qu'on va nommer ici le constituant ou le fiduciant, de transférer de son patrimoine à un autre patrimoine qu'il constitue, des biens qu'il affecte à une fin particulière ou qu'un fiduciaire s'oblige, par le fait de son acceptation, à détenir et administrer au profit du bénéficiaire, que tout ceci résulte à l'établissement d'une fiducie. Et ça, c'est en vertu du Code civil, les articles 1260 à 1265. Et là, je vais vous l'expliquer en français, là, parce que faites-vous-en pas. Dans le fond, ce que ça dit, que si une personne possède un bien ou un droit, qui peut être marqué par un titre, et que je le transfère à une autre personne pour que cette personne-là le gère et l'administre pour mon bénéfice à moi, mais elle le fait à ma place. Ça s'appelle une fiducie. C'est juste ça que ça veut dire, le charabia que je viens de nommer là. Excusez-moi, le point 8. Attendu qu'une fiducie est une forme de personnalité juridique. Et une personnalité juridique, on a dit tantôt que tout être humain possède une personnalité juridique. Donc, j'ai un titre qui dit que j'ai les droits et des pouvoirs, je les transfère à quelqu'un d'autre, ça fait une fiducie. Cette fiducie-là est une personnalité juridique. J'ai une personnalité juridique, c'est celle-là, ma personnalité juridique. Est-ce que ça commence à être clair chez vous? Parce qu'on va avoir, il y a d'autres personnalités juridiques aussi. Celles faites par le certificat de naissance. Mais là, les rôles sont inversés. Mais là, je ne couvrirai pas le certificat de naissance ce soir. On va vraiment se concentrer sur notre pouvoir à nous et non pas sur le pouvoir de l'État. Juste savoir, par exemple, qu'une fiducie, donc une personnalité juridique, une personnalité morale, c'est des termes que vous avez peut-être déjà entendus avant. C'est similaire aussi à une corporation. En fait, c'est le contraire. La corporation est une personne morale, est un type de personne morale. Pourquoi je parle de corporation? C'est parce qu'une fiducie et une corporation fonctionnent selon les mêmes règles de système. Si on veut, ça forme un triangle. Vous allez voir dans mes vidéos, je l'explique. Et c'est comme ça qu'on attribue la distribution des droits et des pouvoirs au sein des personnes qui sont engagées dans le fiducie. Autrement dit, il y a le bénéficiaire, comme l'actionnaire. Il y a le fiduciant, le constituant, qui est un peu comme le directeur ou le PDG d'une corporation. Et finalement, il y a le fiduciaire, l'employé. C'est tout ce qu'il y a à savoir pour l'instant. Je ne veux pas trop vous perdre là-dessus. Attendu que l'Assemblée nationale du Québec est dépositaire des droits et pouvoirs historiques et inaliénables du peuple du Québec, en vertu des actes de naissance respectifs de chaque individu, qui est déposé en fiducie au directeur de l'État civil, conformément à ce que j'ai dit au point 7. Et ça, c'est tiré du préambule de la loi sur l'Assemblée nationale. Donc, juste pour résumer, l'Assemblée nationale est dépositaire, donc il y a quelque chose qui est déposé à l'Assemblée nationale à travers le directeur d'État civil. Et qu'est-ce qui est déposé? Ce titre. Donc, c'est ce transfert-là qui donne le droit aux députés de pouvoir avoir du pouvoir et d'agir au sein du gouvernement en notre nom. Mais ces pouvoirs-là sont inaliénables, donc le fait qu'on leur transfère comme ça en fiducie ne nous enlève rien. On peut les reprendre n'importe quand. On peut les reprendre, même c'est plus qu'on peut les reprendre. On l'a toujours gardé. Il suffit de nous de l'exercer. Par contre, on peut leur enlever le droit de le faire à notre nom. On peut l'exercer exclusivement. J'y arrive d'ailleurs. Donc au point 10, attendu que la personnalité juridique mentionnée au point 6 est constituée par l'acte de naissance transféré en fiducie à l'État, conférant ainsi à l'individu un statut de bénéficiaire et à l'État un statut de fiduciaire, donc d'employé. L'État est notre employé. Le rôle de constituant ou de fiduciant ou de directeur pouvant être soit exercé directement par le bénéficiaire, soit par un tiers, par intérim, le gouvernement, en vertu des points 7, 8 et 9 que j'ai élaborés juste avant. Donc, c'est un peu un résumé logique de ce que j'avais énoncé les autres points d'avant. On continue. Au point 11, attendu que l'autorité constituée, qui est l'Assemblée nationale du Québec, doit loyauté au peuple du Québec, ses constituants et bénéficiaires, dans l'exercice de ses fonctions, avec honnêteté et justice, dans le respect de la Constitution du Québec. Et la Constitution du Québec, juste pour savoir, c'est la même que la Constitution du Canada, parce que le Canada est formé des 10 provinces. Donc, ils ont formé les 10 provinces, le Canada en même temps. Il n'y a pas à chercher plus loin que ça.
La Constitution est de facto, mais ça c'est un autre sujet, on en reviendra plus loin. Une autre fois. Donc ça, ce dernier point, c'est tiré de la loi sur l'Assemblée nationale, toujours, et du préambule, et également du serment qui est placé en annexe 1. Le point 12, attendu que la Constitution du Canada, dont je viens de faire mention, qui inclut l'Acte d'Amérique du Nord britannique de 1867 et la Charte canadienne de 1982, est en vigueur de facto depuis, et la loi suprême du Canada, en vertu de l'article 52 de la Charte de Pierre-Éliott Trudeau, la Charte des droits et libertés du Canada. Le point 13, attendu que la portée juridique de la Constitution du Canada se limite au Parlement et au gouvernement du Canada, aux législatures, donc les parlements et gouvernements provinciaux, ainsi qu'aux instances municipales, administratives et judiciaires qui en découlent. Ça, c'est tiré de l'article 32 de la Charte canadienne. Et donc, l'article 32 a force de loi suprême à cause de l'article 52 que je viens de nommer. Et donc, comme on avait fait mention la semaine dernière aussi, mais là, je l'avais pu... c'est juste à dire, c'est que la Constitution du Canada ne s'applique qu'au Parlement et qu'au gouvernement, pas au peuple. OK? Nous, on y est roi. Point 14. Que cette même Constitution du Canada, ainsi que les législations, donc les lois votées par les élus, les règlements et autres règles administratives sous juridiction canadienne, donc sous la tutelle de la Constitution, si on veut, de palier fédéral, provincial, municipal ou administratif, ne peuvent donc pas s'appliquer aux particuliers opérant sous le statut de fiduciant ou de bénéficiaire de fiducie de l'État. Donc, sous l'acte, si on est les boss avec l'acte de naissance, les lois ne s'appliquent pas à nous autres. Si on opère sur notre certificat de naissance, là, c'est le certificat de la propriété de l'État, nous avons le rôle d'employé et là, les lois s'appliquent. Puis non seulement qu'ils s'appliquent, mais en plus, ils en inventent des nouvelles au fur et à mesure. Je peux nous envoyer des tickets ou nous enlever nos enfants ou n'importe quoi. Oui, ben c'est ça. Puis il faut, ça, vraiment, on peut revenir à, on a toujours l'acte de naissance, on a toujours autorité, on a toujours le pouvoir. Il s'agit juste de l'affirmer. Plus on va être de gens à l'affirmer et à le réclamer, ça, plus qu'ils n'auront pas le choix de marcher les fesses serrées et d'en tenir compte. Je veux poursuivre. Au point 15, que toute personne nommée à un office, à une charge ou à un emploi au sein de la fonction publique, de l'appareil public, tout fonctionnaire ou employé d'une personne morale de droit public et de toute personne admise à pratiquer comme arpenteur, avocat ou notaire, j'ai bien dit avocat, toute personne appelée à pratiquer comme avocat, est soumise à la loi sur les employés publics. D'accord? Donc, loi sur les employés publics, article 9. Oui, rapidement, vas-y. On est leur boss, c'est tout. On est leur boss. Même les avocats. On est plus fort qu'un avocat. Le point 16. Attendu que toute personne concernée au point 15, le point que je viens juste de nommer, tous les fonctionnaires publics, incluant les avocats, arpenteurs et huissiers, notaires, les huissiers doivent être là-dedans aussi. Que toute personne concernée au point 15 est donc considérée comme une personne relevant du droit public. Donc, ça, c'est en vertu du Code civil du Québec, article 298, 299, 300. C'est également confirmé par la jurisprudence du jugement Lebel sur l'affaire 728 avec la parodie de films porno. Et c'est la base légale en vertu de laquelle on se permet de filmer dans les palais de justice et des policiers et tout ça, même s'ils essaient de nous faire croire qu'on n'a pas le droit. Mais il y a aussi un jugement de la Cour suprême datant de 1990 sur lequel c'est basé. Il y a beaucoup de jurisprudence pour confirmer ça. Merci de le mentionner. Effectivement, c'est pas récent. Il fait longtemps que les lois sont là. On est juste ignorants. On fait l'éducation présent. Il n'y a pas de mal à être ignorant. Ignorant n'égale pas mais idiot. Là, je te dirais que c'est plus que les lois. Là. Il y a eu de la jurisprudence. Ça veut dire qu'il y a eu des jugements qui ont élaboré la Charte canadienne des droits. Il y a même de la doctrine. Oui, on va peut-être donner un lien tantôt. On va le donner la semaine prochaine. On n'aura pas le temps cette qui ont vraiment précisé que les employés publics n'avaient pas de droits fondamentaux. Il n'y avait pas de vie privée. Hein, ce sont des employés. Quand ils sont dans leur fonction. Point 17. Que toute personne, attendu, que toute personne concernée au point 15, donc les employés publics dont on vient de parler, se doit donc de prêter et de respecter un serment d'office et d'allégeance, stipulant qu'elle sera loyale et portera vraie allégeance à l'autorité constituée, donc l'Assemblée nationale, et remplira les devoirs de son office, ou de sa charge, ou de son emploi, suivant le cas, avec honnêteté et justice. Et ça, c'est tiré de la loi sur les employés publics, la formule 1, la formule du serment. Donc, au point 18, qu'en vertu de la loyauté de l'allégeance exprimée par les personnes de droit public envers l'autorité constituée, telle que stipulée au point 17, le point précédent,
et de la loyauté, l'honnêteté et la justice exprimée par l'autorité constituée envers ses constituants et bénéficiaires, tels que stipulé au point 11. La loyauté et l'allégeance qu'expriment les personnes de droit public visées par le point 15, les employés publics, se doit de s'exprimer d'abord et avant tout envers les constituants et bénéficiaires de la fiducie d'État du Québec, i.e. le peuple constitué de chacun des individus qui le composent. Ça, c'est une preuve par logique. Si A implique B et que B implique C, ben A implique C. Point 19. Attendu que tout droit au pouvoir pouvant être exercé par voie de représentation ou de délégation peut également être exercé directement. Et ça vient de la loi sur l'Assemblée nationale. Le préambule, et non, c'est faux. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Le point 20, c'est là que j'étais perturbé. Attendu que toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays directement. Ce qui revient un peu aux mêmes choses qu'au point 19, mais celui-là, ça vient de la Déclaration universelle des droits de l'homme, à l'article 21.1. Et c'est ça que je m'attendais de trouver juste ici, qui m'a un peu fourvoyé. Le point 21, le point final de toute cette démonstration, c'est attendu qu'en vertu des principes énoncés des points 1 à 20, tout ce que je viens de vous lire, attendu qu'en vertu de tout ça, l'autorité légale des sous-signés sur la mise en demeure, c'était nous, mais en fin de compte, c'est l'autorité légale de ceux qui agissent en vertu de leur acte de naissance, le peuple du Québec, attendu que chaque individu qui forme le peuple, l'autorité légale sur les personnes visées par ces avis, les députés, les ministres, les employés publics, notre autorité légale sur eux est démontrée hors de tout doute raisonnable. Et comme disent les Anglais, I rest my case.